Il faut bien comprendre que le fait de tenir compte de la position du Soleil à la naissance ne relève pas de l'astrologie du thème natal. Dans le thème natal, il s'agit simplement de la position du Soleil en maison, par rapport à l'horizon, méridien, etc. Le fait de situer le Soleil en signe relève déjà d'une astrologie zodiacale différente. Alors évidemment, il y a ce point commun, mais quand je dis par exemple que quelqu'un est né le Soleil en Sagittaire, ce n'est pas en référence à son thème natal, c'est en référence avec le fait qu'au moment où il est né, il y a cette position du Soleil en Sagittaire. Mais ce n'est pas le thème natal, on joue sur les mots. Tout comme les travaux de Gauquelin sur les positions des planètes en maison ne valident pas le thème natal, ne valident pas l'utilisation du zodiaque. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il prétend non plus. Il faut bien comprendre, et je crois que c'était un point important au niveau de l'histoire de l'astrologie, il y a deux astrologies qui se sont développées parallèlement. La première, parce qu'elle exigeait moins de connaissances scientifiques et astronomiques, c'est l'astrologie rotationnelle, qui s'intéresse essentiellement à la position des planètes par rapport à l'horizon de la naissance, et à l'heure de la naissance par conséquent, et de par la suite, ultérieurement, une astrologie cyclique, une astrologie zodiacale. Et la question, c'est qu'à un moment donné, ces deux astrologies se sont mélangées. Elles se sont mélangées pourquoi? Elles se sont mélangées par le biais des emprunts. L'astrologie rotationnelle a vu qu'une astrologie zodiacale, l'astrologie des aspects, était une astrologie qui pouvait prévoir. Parce que l'astrologie rotationnelle, initialement, ne pouvait pas prévoir. Elle n'était pas faite pour prévoir. Sinon, à un degré extrêmement réduit. Et par conséquent, l'astrologie rotationnelle a emprunté à l'astrologie zodiacale non pas les moyens, mais le produit. Elle a prétendu pouvoir prévoir. Et elle l'a fait en utilisant les directions primaires, qui consistaient à faire bouger les planètes pendant la journée, selon un certain code de correspondance, ou bien en utilisant ce qu'on appelle maintenant, d'après mon ami Trochet, les Liberation Zodiac, ou le Zodiac Release. C'est un système de parts. On met en place des parts qui sont calculées d'après l'ascendant, etc. Et on les fait bouger après un certain nombre de cycles, complètement fictifs d'ailleurs, qui ont donné d'ailleurs en Inde les dasas. Donc cette astrologie, elle est fictive. Elle a des mouvements fictifs. Cette astrologie rotationnelle. Elle fait la prévision, mais avec des moyens fictifs. Parce qu'elle ne connaît pas encore les vraies positions planétaires, elle ne connaît pas encore les transits. Et donc il y a des gens aujourd'hui, comme Roger Eke, qui raisonnent dans l'esprit de cette astrologie primitive. C'est pour ça qu'ils disent moi je ne veux pas les transits. On a l'impression qu'ils sont des réincarnations de ces astrologues de l'astrologie primitive. Ils ont ça dans leur ADN. Et par conséquent, il ne fallait pas utiliser les transits, parce que les transits, c'est quelque chose qui relevait d'une autre astrologie dont on ne voulait pas entendre parler. Et puis, d'un autre côté, à un moment donné, les gens qui pratiquaient l'astrologie zodiacale se sont dit, tiens, quand même, on peut parler de la personnalité. Et donc, ils ont emprunté le thème natal à l'astrologie rotationnelle. Et ce mélange entre ces deux astrologies, mélange syncrétique, qui a produit un monstre hybride, qui est l'astrologie telle que nous la pratiquons. Alors, il faudrait revenir à un état antérieur, où d'une part, on pratique une astrologie rotationnelle, mais sans avoir les objectifs de l'astrologie zodiacale et cyclique, et inversement,
on pratique l'astrologie cyclique sans avoir les objectifs de l'astrologie rotationnelle, qui est une astrologie typologique. Et c'est le mélange des deux qui est lié à une forme de mimétisme, en fin de compte, dans les deux sens. Alors ce que je voudrais dire, surtout, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que nous n'avons pas les preuves de ce que j'avance, au sens des documents. Parce que les documents que nous connaissons, ils sont beaucoup plus tardifs. Donc nous n'avons pas des documents où on ne connaît que ceci ou que cela. Grâce à Michel Gauquelin, on est arrivé par le biais des statistiques à retrouver l'astrologie première, primitive, qu'on n'aurait pas retrouvée par les documents eux-mêmes qui ont disparu, ou qui ont été altérés et déformés. C'est pour ça que je disais à Dominique Trochet tout à l'heure, je disais, un historien doit être capable d'avoir une approche critique, doit être capable de démonstration, arriver à des conclusions qui vont au-delà du matériau dont il dispose au départ, et qui est un matériau tardif et frelaté. Or, pour beaucoup d'historiens, des gens qui sont venus à l'histoire, c'est pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Ils pensaient que l'histoire, c'était des faits, c'était factuel, et on avait des documents. Et par conséquent, quand ils se retrouvent dans un champ épistémologique historique qui ne correspond pas à leur motivation première, ils sont perdus. C'est ce qui se produit. La nouvelle histoire, c'est une histoire qui démontre, qui prouve les choses, non pas en apportant le document primitif, mais à partir de documents qui sont parvenus, en reconstituant un document plus ancien. Et c'est là que même au niveau universitaire aujourd'hui, on a des blocages que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, tant au niveau de mes thèses de linguistique que de mes thèses sur Nostradamus, les gens qui disent « mais ce que vous dites, ça n'a pas été démontré ». Si, justement, ça a été démontré, mais ça n'a pas été prouvé. Au sens de, si on prend le mot « prouver », au sens d'apporter des preuves. Voilà, ça a été écrit comme ça. Alors, il y a une différence entre prouver et démontrer. Pas évidente.